Eh ben bonjour Anne. Bonjour. Ravi de t'accueillir dans The Big Shift. Eh ben également, merci de l'accueil. Et puis bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va enregistrer un épisode sur Printemps écologique, qui est un néo-syndicat, je dirais. On a vu les néo-banques émerger, et puis là maintenant on a un néo-syndicat. Un éco-syndicat. Éco-syndicat. L'idée de cet épisode, c'est de comprendre, là on est dans le silo, transformer l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour transformer l'entreprise? Et puis on va parler de cet outil du syndicat, qui peut être un outil controversé. Beaucoup parmi les cadres, parmi les CSP+, les entreprises de services, on a un taux de syndiqués qui est assez faible. Donc on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de se syndiquer au Printemps écologique ou d'autres éco-syndicats. Je ne sais pas s'il en existe d'autres d'ailleurs. Alors, de plus en plus de syndicats vont commencer à se revendiquer éco-syndicats, mais on est un peu le premier du genre en France et dans le monde, je crois, parce qu'il n'y a pas d'initiative similaire à date pour le moment. Ok, dans le monde aussi. Alors, on n'a pas trouvé, peut-être. Hein, okay. Mais parce que c'est une tradition très française, sociale, le syndicat, ou ça existe dans beaucoup d'autres pays sous d'autres formats ou... Oui, je pense que c'est ça, effectivement. La notion d'éco-syndicat, elle naît au Brésil, quand on défend à la fois la forêt amazonienne et les travailleurs qui travaillent dans ces forêts pour subvenir à leurs besoins. Et donc, du coup, c'est le moment où, en fait, éco-syndicat, on lie la dimension sociale, donc travail, etc., avec notre survivance en tant qu'être humain, quoi. Donc on va faire ces liens aujourd'hui entre travail et écologie. Quels sont les liens d'ailleurs là-dessus? C'est très intéressant d'aller sur ce sujet-là. Avant tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter, me dire d'où tu viens et pourquoi est-ce que tu as créé Printemps écologique? Co-créé d'ailleurs. Ouais, co-créé, carrément. Alors du coup, moi je m'appelle Anne, je travaille au Printemps depuis 4 ans. Anne Lecor, on n'a pas dit ton nom. Anne Lecor, effectivement. On n'a pas donné ton nom de famille. Si j'en veux te retrouver sur LinkedIn, ce sera plus simple. C'est ça. Et oui, donc moi je travaillais en tant que salarié dans une entreprise très conventionnelle, d'abord dans l'automobile et puis après dans le conseil. Et puis petit à petit dans l'entreprise, une dimension politique qui est née et une conscience politique aussi, à la fois sur plein d'aspects, sur les enjeux sexistes, sur les enjeux de transition écologique. Et avec plein d'autres gens, une communauté a commencé à se créer. Il y a de ça bien 6 ans. Ça s'appelait à l'époque Pro for Climate. Et c'était des salariés de plein d'entreprises différentes, secteurs d'activité différents, tailles d'entreprises différentes, qui se sont mis ensemble en se disant mais voilà, là on va dans le mur, on est face à une transformation écologique qui doit se mettre en marche, en ordre de bataille. Et les entreprises ne sont pas suffisamment motrices dans cette transformation écologique. Et à la limite, à l'époque, c'était pas vraiment un sujet c'était pas un sujet traité, quoi. Et donc, petit à petit, en tant que salarié, on s'est constitué en communauté et on a commencé à explorer tous les leviers d'action qui étaient possibles pour essayer de faire bouger nos entreprises. Petit à petit, on s'est confronté à pas mal de limites, à la fois du côté de management, mais aussi en termes de temps, d'accès à la direction, etc. C'était quand tu étais dans l'automobile ou non, après plutôt dans le conseil? Ouais, après, juste dans le conseil. Et en fait, petit à petit, on s'est dit qu'il fallait qu'on utilise l'outil syndical parce que ça allait changer beaucoup de choses pour nous. De base, on militait en dehors de notre temps de travail, donc sur la pause de midi ou le soir. On militait avec nos petits moyens. On avait assez peu de voix et de légitimité par rapport à la direction pour porter ces sujets-là. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le CSE, donc le comité social et économique, où siègent des représentants des salariés, élus par les salariés, avait une voix régulière auprès de la direction et que c'était là où on pouvait porter nos sujets, donc de transformation écologique et sociale. Et petit à petit, également en creusant, on s'est rendu compte que les syndicats avaient un monopole, une possibilité que n'ont pas les autres organisations, qui est de négocier des accords collectifs propres à l'entreprise. Alors les accords collectifs propres à l'entreprise, c'est en fait des lois. On peut prendre un peu l'équivalent, c'est des lois qui sont propres à l'entreprise. Donc on prend l'entreprise et on se dit voilà, on va créer notre propre système de loi et on va pouvoir aller... On va mettre ton micro un petit peu dans cet axe du coup. Ouais, ah oui. Parfait. Très bien. Nickel. Et on va pouvoir aller plus loin que la loi, ce que la loi exige pour tout le monde. Donc on peut faire de l'entreprise, grâce à ces accords collectifs, un espace où on va plus loin que la loi. Et donc c'est ça qui nous a intéressés. On s'est dit voilà, on va pouvoir essayer de
d'aller plus loin dans ces transformations-là et pourquoi pas de pousser les murs de ce cadre juridique. Tes premiers sujets, c'était quoi du coup là-dessus ? Si on revient dans le concret, qu'est-ce qui t'a fait que tu as voulu t'engager du coup là-dessus ? Il y a du coup 6 ans de ça, quand même, au début où on a commencé à s'engager, c'était des choses... on avait conscience de la crise écologique et de l'ampleur systémique qu'il fallait enclencher, mais on a commencé, comme beaucoup de gens, sur les questions de sensibilisation, notamment, sur les questions de gestion des déchets, ce genre de thématiques. Aujourd'hui, grâce à l'outil syndical, on essaie d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, c'est-à-dire de venir questionner comment on travaille, l'impact du travail et l'impact de l'activité de l'entreprise. Ton premier move, du coup, ça a été de te mettre au CSE de ton entreprise ou plutôt vous appuyer sur ceux qui étaient déjà en place pour faire passer vos actions ? Alors, du coup, le Printemps écologique, il est né de ce collectif-là, au moment où il y a la loi Pacte qui passe, et qui est donc cette loi qui propose, qui explique que l'entreprise peut avoir une autre finalité que celle uniquement du profit, et aussi au moment du Covid. Et donc, en fait, à ce moment-là, tout le monde est confiné chez soi et on se dit qu'on va réussir à passer à un autre monde et que ça va... on va prendre les leçons un petit peu de ce qui a provoqué cette crise planétaire, cette crise sanitaire planétaire. Finalement, pas beaucoup. Et en fait, on recommence comme avant, quoi. Ce qui n'empêche que, du coup, le Printemps écologique est né. Et moi, par la suite... il a fallu que je fasse un choix entre structurer le Printemps écologique et notamment continuer mon travail. Donc, je suis partie sur le Printemps écologique. Ok, donc en fait, Printemps écologique, c'est un projet de collègues à la base. C'est un projet de collègues, c'est un projet de gens qui se mobilisent parce qu'ils ont conscience qu'il faut aller beaucoup, beaucoup plus vite dans les transformations nécessaires d'entreprise. Et que le modèle d'entreprise aujourd'hui qu'on a ne permet pas de prendre en compte suffisamment la crise écologique. Et sociale qui en découle et qui en découle déjà. Ouais. Alors, dans le contexte du conseil, je comprends parce qu'on s'adresse essentiellement à des CSP+, probablement qui travaillent dans ces structures. L'objectif principal d'un syndicat à l'origine, c'est plutôt de parler du côté travail, de faire respecter des droits sociaux pour les salariés. Et la plupart du temps, ça va un peu... en tout cas, on essaye de nous faire penser que ça va à l'encontre de certaines visions écologiques. On a tendance à antagoniser un peu l'écologie et l'emploi en disant oui, mais attends, si on s'arrête de produire ça, on va perdre 3000 emplois. Si on arrête cette entreprise-là, on va en perdre 4000. Et on met souvent l'écologie en travers de cette transformation des entreprises, l'emploi en travers de cette transformation écologique des entreprises en disant que ce n'est pas forcément compatible. Sachant que les syndicats sont essentiellement là aujourd'hui pour défendre le travail et défendre l'emploi. Comment est-ce qu'un éco-syndicat se cale dans cette maille ? Un des premiers aspects qui est touché, qui fait le lien entre les conditions de travail et l'écologie, c'est la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. C'est-à-dire qu'on va prendre des cas très concrets. Sur l'été dernier, la canicule a provoqué, plus que d'habitude, un certain nombre de décès au travail. Et là, on voit du coup très très rapidement et très très effectivement le lien entre la crise écologique et les conditions de travail. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le lien entre travail et écologie, il est manifeste. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on travaille dans un monde à plus 2, plus 3 degrés ? C'est une première question. Comment est-ce qu'on produit aussi ? Parce que ça va être tout bête, mais par exemple, à une certaine température, les ordinateurs ne fonctionnent plus. Et derrière, qu'est-ce qu'on produit ? Qu'est-ce qui va être d'utilité dans un monde où les ressources sont limitées ? Donc, opposer l'emploi et la question de la transition, la transformation écologique de l'entreprise, c'est avoir une vision très très court-termiste. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin, et les salariés sont très très au courant que c'est un enjeu fort. On a des gens chez Airbus Hélicoptère, dans des secteurs de la métallurgie où il y a des très forts enjeux de transformation écologique, où c'est des entreprises qui vraiment doivent complètement bouger leur modèle d'affaires. En fait, comment est-ce qu'on anticipe les grandes mutations de l'emploi ? Il y a des besoins énormes, par exemple dans le BTP, dans la rénovation thermique, et il y a des emplois qui vont notamment disparaître. Alors, il y a plein de raisons pour cause de transformation écologique, mais
notamment aussi parce qu'au niveau européen, il y a une nouvelle réglementation qui se met en place et qui fait qu'on ne va plus pouvoir produire ce qu'on produit dans certains secteurs. Et donc voilà, donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on anticipe les transitions, les transformations de l'emploi, les mutations des métiers aussi, parce qu'en fait, on a besoin d'énormément de nouvelles compétences pour produire de l'énergie renouvelable, pour la rénovation des bâtiments, pour tout ça. Donc, c'est vraiment avoir une vision qui permette, alors court et long terme, mais qui permette aussi de protéger les salariés et les travailleuses. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces gens-là, ceux qui travaillent dans des métiers qui vont être en décroissance, comment est-ce que ces gens-là ne sont pas les perdants et ne se retrouvent pas sur le carreau? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on les ait bien formés en amont pour qu'ils puissent travailler dans d'autres secteurs, voire sur d'autres métiers? Donc voilà, la question, c'est comment est-ce qu'on anticipe ces mutations profondes du travail? Et comment vous faites alors pour vous intégrer sur ces grosses industries? C'est vous qui allez chercher des gens en interne en disant tiens, je sais pas, tu parlais notamment de Airbus ou ce genre de gros mastodontes. Est-ce que c'est plutôt des gens qui viennent vous voir en disant j'aimerais bien transformer mon entreprise? Est-ce que c'est plutôt vous qui essayez de vous placer dans ces entreprises-là qui sont celles qui ont peut-être a priori le plus besoin de transformation? Alors, il y a besoin de il y a des besoins de questionner les modèles d'entreprise dans toutes les entreprises. Hein. Je pense que alors il y a des espaces où c'est encore plus pressant, plus criant parce que c'est des secteurs d'activité qui demandent des transformations majeures. Mais on a fait le choix au Printemps écologique de ne pas faire de choix sur le secteur d'activité et sur l'impact environnemental et social de l'entreprise. Donc du coup, on va avoir des gens de tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise qui vont venir nous voir en disant voilà, moi j'ai envie de faire bouger les choses, je suis en dissonance aussi entre ce que je fais dans mon métier et l'impact que ça a sur les gens, sur la planète. Donc, comment est-ce que je peux essayer de résoudre ce truc-là où je fais mon travail dans mon milieu professionnel et je rentre à la maison et je suis engagée à la maison, mais pas dans mon travail. Donc, comment est-ce que je fais pour résoudre ce truc-là? C'est pas évident, surtout que on a parlé beaucoup à un moment de la grande démission, etc. Mais c'est pas possible pour tout le monde. Enfin, les gens ont des emprunts, les gens ont des enfants, ont besoin d'une stabilité économique et financière. Donc voilà, nous, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir en nous disant voilà, je veux m'engager là où je peux, et aussi dans mon travail, parce que ça me met mal, en fait, d'être dans un espace où on ne questionne pas notre impact en tant qu'entreprise. Voilà. Vous avez combien d'adhérents aujourd'hui? On a un peu plus de 500 adhérents, mais ça représente un peu plus de 300 représentants et représentantes du personnel sous étiquette Printemps. Et vous arrivez à savoir dans combien de secteurs d'activité? C'est très, très varié? Oui, c'est très varié. C'est vraiment très varié. On va avoir autant des gens chez Orange, chez Nestlé, dans des associations, dans des administrations, à l'Université d'Angers, par exemple, ou dans une entreprise, des PME, ETI. Alors, pourquoi avoir choisi le modèle peut-être un peu éculé du syndicat? J'ai vu dans un de tes posts sur LinkedIn où tu disais, en fait, on a choisi un modèle qui n'est pas si simple parce que, en fait, pour chaque branche, pour chaque secteur d'activité sur lesquels vous voulez avoir un impact, vous êtes obligé de créer une société spécifique. Donc en fait, là aujourd'hui, vous gérez 16 sociétés différentes. Quand tu me dis c'est pour 500 adhérents ou 300 représentants du personnel, ça paraît un travail énorme. Est-ce qu'il n'y avait pas un truc plus simple à faire là-dessus? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce modèle-là, cet outil-là particulièrement? Alors, je pense qu'il faut, face à cette crise écologique et sociale auquel on se confronte, utiliser tous les moyens d'action qui sont à notre disposition. Autant la mobilisation civile que la mobilisation politique, que la mobilisation des entreprises, des salariés, travailleuses au sens large. Et donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ne pas utiliser le levier syndical. Et aujourd'hui, il est de plus en plus utilisé pour questionner nos façons de produire et nos façons de consommer. Effectivement, le modèle syndical est pas évident, mais il répond en fait à un cadre légal qui est un héritage finalement de la révolution industrielle, de l'évolution du droit du travail, et donc il est tel qu'il est. Effectivement, c'est pas évident. Après, ça reste, comme je disais tout à l'heure, un outil qui permet de créer et de signer des accords collectifs et qui s'appliquent alors au niveau de l'entreprise, au niveau des branches et au niveau national. Donc ça a un vrai impact sur comment est-ce qu'on construit les lois et comment est-ce qu'on construit les cadres dans lesquels les entreprises peuvent évoluer. Et donc, évidemment, à mon sens, il est important
d'assumer que dans l'entreprise, on doit pouvoir établir un rapport de force. Et le syndicalisme permet ça aussi. Parce que c'est du temps que les salariés ont à leur disposition pour s'engager. C'est des espaces, donc les CSE, les comités socio-économiques, qui sont ouverts pour discuter avec les directions régulièrement. C'est une légitimité. Et puis, c'est des moyens aussi, c'est des budgets. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une action qui est bien plus importante qu'en tant que simple salarié de son entreprise. Donc, ça permet d'avoir un impact bien plus grand d'investir cet outil-là qu'est l'outil syndical. Après, tu me disais une force de négociation. La force de négociation d'un syndicat, elle dépend aussi de la taille de ce syndicat, de la capacité à mobiliser des personnes en interne. Comment est-ce qu'on fait du coup quand on est un syndicat naissant pour créer cette force de négociation ? Alors, nous, on est beaucoup au niveau de l'entreprise. Donc, en fait, il y a un peu 3 niveaux dans le syndicalisme. Il y a le niveau de l'entreprise, le niveau de branche, donc qui est équivalent au secteur, et on a le niveau national. Nous, on va être représentatif, c'est-à-dire qu'on va être élu dans les entreprises à plus de 10%. Donc, on va être habilité à ce moment-là à signer les accords. Donc, quand tu dis on va être élu, c'est des personnes en interne dans une entreprise qui sont adhérents de Printemps écologique ou... et qui, du coup, aidés par l'équipe cœur de Printemps écologique, vont pouvoir porter des sujets particuliers au CSE ou à la direction. Exactement. Et donc, c'est des listes et puis ensuite des représentants du personnel, représentantes du personnel, Printemps écologique. Donc, on accompagne de A à Z, c'est-à-dire qu'on va les accompagner d'abord dans la constitution de la liste, ensuite dans la construction de leur programme, en quelque sorte électoral. C'est comme une mini-élection. Voilà. Et ensuite, tout au long de leur mandat, on va former sur les prérogatives et puis on va accompagner tout au long du mandat. Donc, leur mandat, ça dure en général 3-4 ans, quoi. Et donc, nous, on est vraiment actifs au niveau de l'entreprise. Et donc, le rapport de force, il se fait. La plupart du temps, on est élu et souvent, régulièrement, on est majoritaire. Donc, ça veut dire qu'on peut signer les accords avec la direction ou ne pas signer d'ailleurs si l'accord n'est pas satisfaisant. Et donc, nous, notre impact, il est à ce niveau-là. Donc, d'abord, il est au niveau de l'entreprise et puis aussi, il est parce que parfois, on travaille avec d'autres syndicats, on crée des listes communes, on va former des CSE et des représentantes du personnel qui ne sont pas syndiqués, par exemple, et qu'on va accompagner et former sur les sujets. Donc, on va avoir ces 2 impacts-là, vraiment au niveau de l'entreprise et au niveau des autres syndicats et des autres CSE. Comment vous définiriez, comment vous vous différenciez par rapport à un syndicat classique ? Qu'est-ce que vous faites de différent et sur quelle thématique vous forgez votre compétence ? Alors, notre compétence, c'est vraiment d'amener la question de la transition écologique et sociale comme les 2 faces d'une même pièce, de dire, voilà, écologie et sociale, c'est la même chose. Et puis la tranche, c'est la question de la justice sociale, quoi. Et donc, on va essayer d'avoir une vision du travail, de son évolution et de comment est-ce qu'on vient questionner les modèles d'entreprise, vraiment avec ce prisme, mais tout le temps. Que ce soit sur la question des salaires, que ce soit sur la question de l'épargne salariale, que ce soit sur la question de l'impact de la chaîne de production de l'entreprise, que ce soit sur la question, par exemple, des évolutions technologiques. On a quelques entreprises là qui se confrontent à l'arrivée de l'intelligence artificielle, par exemple. C'est un excellent exemple parce que on a dans l'intelligence artificielle 2 questions. La question des conditions de travail. Que deviennent, par exemple, dans une entreprise de jeux vidéo, les designers, les gens qui travaillent sur la création des jeux vidéo, qui sont en fait vont venir complètement, qui sont assistés en fait d'assistants intelligents. Et puis la question environnementale, parce qu'on sait que l'intelligence artificielle a un impact environnemental énorme de par la consommation d'énergie des data centers, des forces de calcul. Voilà. Donc, c'est vraiment avoir ces visions critiques par rapport aussi aux évolutions technologiques dans lesquelles les entreprises foncent parfois sans trop se poser de questions. Ouais. Et comment vous faites alors ? Parce que tous les sujets liés au travail, vous les traitez, vous accompagnez au niveau micro, donc au niveau entreprise. C'est des compétences que vous avez en interne et que vous redistribuez. Comment est-ce que vous faites ? Vous formez, par exemple, là tu me parles de l'IA. Vous pouvez évidemment pas être tous experts sur l'impact environnemental de l'IA. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir aider les gens ? Est-ce que c'est du conseil ? Est-ce que c'est juste de l'aide à la prise de recul critique ? Est-ce que vous formulez des propositions ? Comment ça se passe ?
Effectivement, on n'est pas tous experts de tous les sujets et heureusement. Ce serait impossible. Et ce serait pas possible. Par contre, effectivement, on a un écosystème en fait à la fois d'associations pertinentes en fonction des sujets et d'expertes qui nous accompagnent. Et en fait, l'idée du printemps, c'est d'avoir une constellation autour de nous qui puisse en fait arriver dans l'entreprise quand on en a besoin, en support des représentants et représentantes du personnel. Et ça marche bien. Je prends l'exemple là, par exemple, dans une usine où on est venu questionner l'impact d'une chaudière biomasse. Ouais. Et donc, on a travaillé, par exemple, Pour un réveil écologique, on a travaillé avec une association spécialiste de la forêt. Voilà. Et on a créé, en fait, toute une proposition, une contre-proposition à la proposition qui était faite par l'entreprise et qui était, à notre sens, complètement à la fois climaticide et pas du tout pertinente dans le contexte, quoi. Et donc, on s'appuie sur cet écosystème pour questionner dans ce cas, questionner ce projet-là et pour proposer d'autres choses et des alternatives, quoi. C'est intéressant, mais je vous demande s'il n'y a pas une possibilité d'abus de la part de l'entreprise où en fait vous fonctionnez quasiment comme un cabinet de conseil, vous allez formuler des propositions derrière, sauf que vous, votre modèle d'affaires, c'est probablement les adhésions de vos adhérents uniquement. S'il y a d'autres choses, mais a priori pour l'entreprise c'est hyper rentable, ça veut dire qu'il y a une proposition qui arrive, une deuxième proposition qui est construite, qui est argumentée et sur laquelle ils n'ont rien fait, quoi. Alors c'est pas forcément rentable parce que par exemple dans ce cas précis c'est une grande entreprise de l'agroalimentaire qui a pris un plan climat, qui l'a déployé de façon unilatérale sur toutes ses usines. Okay. Et qui s'est dit ça va forcément fonctionner parce que à la fin on arrive à la décarbonation de notre activité. Sauf qu'en fait, quand on regarde l'impact de ce plan climat à l'échelle locale, à l'échelle de cette usine, on voit que c'est un non-sens. Et donc nous, on arrive quand même en contre de ce truc-là, qui a été produit à grand renfort de jus de cerveau au niveau de la direction de ce groupe. Et donc en fait, non, ça les embête plutôt le fait qu'on soit contre ce projet et qu'on le bloque depuis 1 an et demi. Donc c'est pas très rentable. Et puis il faut savoir quand même que en fait le CSE, donc le comité social et économique, où siègent les représentants et représentantes, en fait a un budget. Et le CSE, quand il voit un projet qui lui arrive, qui lui est présenté par l'entreprise, il peut complètement aller chercher de l'expertise externe, et c'est ce qui est arrivé. Dans ce cas précis, c'est Carbone 4 qui a intervenu pour donner une expertise payée par l'entreprise pour dire, voilà, sur le budget du CSE. Alors non, pas sur le budget du CSE, mais payée par l'employeur. L'expertise est en fait quelque chose qui est payé par la direction. Et donc de venir questionner ces projets-là. Donc, en fait, si l'entreprise fait bien les choses et qu'elle consulte suffisamment les représentants et représentantes du personnel en amont des projets et des lancements de projets, là, je pense qu'elle s'économise du temps et de l'argent. Par contre, si c'est, comme c'est souvent le cas, après que les projets aient été décidés, alors même que c'est hors la loi, là, elle perd plutôt de l'argent et plutôt du temps. Voilà, ouais, okay. Et vous, avec le temps que vous passez sur ces projets, en fait, si tu me dis on est au niveau national, donc j'imagine que là, effectivement, c'est très macro, vos projets, vous pouvez les répliquer, etc. Quand vous êtes au niveau d'une entreprise, ça veut dire que vous êtes obligé d'être présent au quotidien pour toutes les personnes qui sont en entreprise avec des sujets parfois très, très différents les uns des autres. Comment vous faites avec je ne sais pas combien vous êtes au sein du syndicat Printemps écologique dans l'équipe de cœur, dans le noyau, mais ça doit reprendre un temps fou. En fait, on n'est pas... c'est pas non plus... moi, au quotidien, je ne suis pas au téléphone sur chaque tâche que va faire chaque militante sur le terrain. Ce n'est pas possible. En fait, ce qui est très bien, c'est que c'est des gens engagés sur le terrain, dans l'entreprise, qui ont une idée de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils ont envie de porter, qui ont une vision critique de l'activité de leur entreprise et qui sont parfaitement indépendants et qui savent très bien là où ils ont envie d'aller. Donc nous, on arrive plutôt pour les former sur tout l'aspect légal, pour les accompagner, pour les mettre en réseau avec un écosystème,
Mais on n'est pas là pour les prendre par la main, et ce serait impossible, et ce serait leur faire une insulte. Voilà, c'est pas le sujet. Là, on est sur des gens qui sont militants et qui ont une très forte conscience des enjeux de notre humanité, et donc qui portent des revendications. C'est qui d'ailleurs le profil type des adhérents? C'est vraiment tout type de personnes, des hommes, des femmes. On a un peu tous les âges, relativement, je pense, un peu plus jeunes que dans les autres syndicats en termes de tranche d'âge. Et puis, voilà, c'est de tous les secteurs d'activité, donc ils ont toutes sortes de métiers, comme ingé son, par exemple. On va avoir dans le service après-vente d'une entreprise qui fait des pelleteuses. Enfin, on va vraiment avoir de tout, quoi. Donc, c'est assez divers. On est en train d'étudier un petit peu plus avec une sociologue en ce moment. Sur le profil, les profils, sur les gens, sur les personas de ceux à qui vous parlez, quoi. On avait enregistré un super épisode là-dessus il y a une semaine avec Amélie Deloffre, où nous parlons climat, sur comment est-ce qu'on s'adresse justement à une cible spécifique quand on parle d'écologie. C'est très intéressant, je te le recommande. Carrément. C'est quoi la suite du coup pour Printemps Écologie? Vous visez de devenir un des syndicats principaux dans le paysage français. Vous sentez une âme d'opposition comme d'autres syndicats peuvent se revendiquer, ou c'est quoi votre vision? Aujourd'hui, là où on en est, c'est que 2023 a été une année super riche, parce que c'était un moment où 70% des CSE, donc les comités socio-économiques, ont été renouvelés. Donc c'est le moment où il y a eu des élections et où on a eu pas mal de listes Printemps écologique qui ont été élues. Et donc là, notre gros enjeu actuellement, c'est de former tous ces salariés et ces nouvelles représentantes du personnel pour faire en sorte qu'ils soient le plus efficaces possible sur leur mandat à venir, qui est là sur 3-4 ans. Et donc notre objectif actuellement, c'est pas un objectif d'être le plus gros syndicat de France, ça n'aurait aucun sens. Par contre, c'est clairement de faire en sorte que ces gens engagés, ces militants et militantes, soient les plus outillés, les plus armés possibles pour porter les sujets qu'ils ont envie de porter. Et donc voilà, qu'on soit le plus efficace et le plus impactant là où on est déjà et où on vient d'arriver, quoi. Ok, et c'est vrai qu'on n'a pas très bien déterminé ce que vous faisiez quand tu dis on les forme. C'est quoi votre modus operandi? Alors, il y a de tout. Il y a à la fois la question des questions. Il y a une formation obligatoire, par exemple, quand on est au CSE. Ok. Quand on vient d'être élu, on a le droit à 5 jours de formation qui s'appelle la formation santé, sécurité, conditions de travail, qui va être une formation qui permet d'avoir un peu de se former, d'avoir une première formation sur son rôle en tant que représentant du personnel. Et donc, ça, c'est par exemple une formation qu'on fait régulièrement. Ensuite, il y a les formations économiques, qui sont les formations un peu plus orientées sur comment fonctionne le CSE, quels sont les outils à disposition. On fait aussi des formations sur transition écologique et CSE, comment mettre en place une démarche quand on est déjà élu. Et à ce sujet, je vous recommande de vous connecter sur notre site internet, parce qu'on a une boîte à outils qui s'appelle la boîte à outils transition écologique des CSE, et donc qui en fait récapitule plein de fiches, plein de méthodologies pour essayer de mettre en place cette démarche-là. Un peu plus loin que les poubelles à papier triées. Voilà, carrément. Qui va carrément de dire que c'est pas forcément l'enjeu le principal. Et qui est donc une boîte à outils téléchargeable, gratuite et open source sur notre site. Donc, faut pas hésiter à aller voir. Voilà. Et puis après, on va former sur plein d'autres enjeux divers et variés. On va créer du contenu sur des enjeux parfois qui sont un peu des enjeux qui arrivent dans le débat public, typiquement le congé menstruel, la semaine de 4 jours qui arrive doucement. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on essaie d'amener en donnant des outils à nos élus et aux adhérents et adhérents. C'est quoi le genre de décision auquel on peut arriver dans le dialogue social sur ces sujets-là en particulier? Si tu as des exemples concrets de situations, donc là on a parlé effectivement de cette opposition dans cette entreprise, mais j'ai l'impression que là on arrive plutôt à un point de cristallisation, pas un point de dénouement, si tu veux. En fait, si le projet de l'entreprise, on est en opposition, très bien, mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin et avoir le dénouement derrière? Est-ce que vous avez des exemples concrets de comment ça marche? Ouais, alors là, dans ce cas précis, on en est... Alors,
si je reprends un peu la chronologie, en fait, il y a un groupe de salariés qui se dit, en fait, c'est pas possible, ce projet va détruire les forêts, nos forêts et les espaces dans lesquels on vit et dans lesquels on se promène le dimanche avec nos enfants, quoi. Donc, les 400 ouvrières de cette usine ont signé cette pétition qui s'opposait à ce projet de chaudière biomasse. Par la suite, la direction, du coup, a entamé un dialogue, a essayé de montrer à quel point le projet était bénéfique. Oui. Ce n'est pas du tout convaincant, pour le coup. Et on a commencé à traiter les choses au sein du CSE. Petit à petit, voyant que le projet n'était pas sérieusement remis en cause, on a été chercher de l'expertise externe. De l'expertise externe qui vient confirmer que ce qu'on dit est en fait est cohérent et que c'est il confirme ce qu'on dit. Les prochaines étapes, c'est de voir avec la direction, à la lumière de cette expertise, quelles sont les alternatives qu'on va pouvoir mettre en place. La direction là va avoir deux choix. La première qui est de passer en force et la deuxième de recommencer et réévaluer le projet. Donc ça, c'est un exemple de dénouement qu'on va connaître dans les prochains mois. Mais il y a beaucoup d'autres choses. On a par exemple un exemple dans une entreprise où au final, donc l'entreprise ne fait pas le bilan carbone. Ouais. Ce qui est quand même la base, quoi. Et donc, c'est le CSE qui a porté cette question-là. Et aujourd'hui, l'entreprise le fait et commence à aller un peu plus loin dans sa feuille de route climat. Il y a à peu près 1000 exemples là-dessus. On commence à signer des accords. Donc, du coup, c'est loi propre à l'entreprise. Je schématise beaucoup parce que les accords, c'est très schématique de dire qu'un accord, c'est une loi propre à l'entreprise, mais c'est pour faire comprendre un peu la puissance du sujet. Parce que derrière, quand on contrevient à une loi, on peut aller devant les tribunaux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui engage l'entreprise et quelque chose devant lequel elle est redevable. Donc, elle est redevable devant le juge de respecter ces accords-là. Donc, on commence à signer des accords avec des contraintes d'indicateurs de performance environnementale, par exemple, avec un suivi annuel ou un peu plus long de ces indicateurs. Donc il y a énormément de choses qui se passent petit à petit, et voilà. Et il y a aussi ce que je disais là tout à l'heure, par exemple, sur comment est-ce qu'on vient questionner l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on fait en sorte que on ne se voit pas appliquer l'intelligence artificielle sur les métiers de façon uniforme sans se questionner sur l'impact et qu'on ne fonce pas un peu sans réfléchir, quoi. Ouais. C'est quoi ton espoir, toi, pour les prochaines années à moyen terme, sur la transformation de l'entreprise particulièrement? Moi, je pense qu'il y a un espoir. En tout cas, ce que je perçois aujourd'hui, c'est qu'il y a une rébellion qui se fait, qui a un peu un murmure aujourd'hui, mais il y a une vraie rébellion quand même des salariés et des travailleuses par rapport à ce que fait leur entreprise. Et je pense qu'on va arriver vraiment à avoir, justement, comme dans cette usine, par exemple, des mouvements sociaux contre des directions stratégiques que vont prendre l'entreprise, qui ne seront pas forcément comme on pouvait le voir ces années passées, mais sur des fermetures d'usines ou des fermetures de sites, mais plutôt sur, en fait, non, on n'est pas d'accord avec l'impact environnemental et la stratégie que prend l'entreprise, parce que on sait que ça remet en cause le fait qu'on puisse exister dans le futur, quoi. Et donc voilà. Et un des exemples là-dessus, c'est par exemple des exemples de sabotage, qui sont des exemples de sabotage super intéressants. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui vont, par exemple, falsifier des fichiers pour faire en sorte que le prix de transport d'une marchandise soit plus cher en avion que si ça passe par la terre. Donc on a des choses comme ça qui arrivent. Ça, j'avais jamais entendu parler de ça, c'est très malin. Ouais, et en fait, c'est un exemple de sabotage parmi beaucoup d'autres, parce que c'est des choses dont on n'en a pas forcément parlé, mais qui montrent bien quand même qu'il y a une conscience écologique qui arrive, et que les salariés aussi ne sont pas forcément dupes du greenwashing et des discours de l'entreprise. Aujourd'hui, on a des RSE qui vont avoir
un objectif de plus en plus fort à ce que les salariés soient rassurés sur le fait que l'entreprise prenne la bonne direction et soit dans une démarche de transformation écologique. Mais les salariés sont de moins en moins dupes, en fait, du fait que ce soit réellement le cas. Et moi, je pense qu'il y a une rébellion qui se construit et qui s'instaure et qui, à mon avis, va pousser beaucoup plus fort qui va pousser fort, et j'espère que ça va Donc être... le défi, c'est de transformer ce murmure de rébellion en engagement, plutôt qu'en opposition stérile presque. Oh, bah, je pense que tout est valable. Si c'est une opposition non, frontale, frontale, c'est tout aussi valable. Et il y a des oppositions frontales, mais on va avoir de tout. Et je pense que là, les salariés et travailleurs vont de plus en plus avoir un allant là-dessus, quoi. Et comment est-ce qu'on fait très concrètement, du coup, si on fait partie de ces salariés qui ont envie de s'engager, est-ce que n'importe qui peut faire partie du CSE? Est-ce que tu as besoin d'avoir une taille spécifique dans ton entreprise pour pouvoir créer un CSE ou être représentant du personnel Ouais, alors l'engagement syndical, parfois ça peut faire peur, mais il y a vraiment plusieurs échelons, quoi. La première, c'est juste d'adhérer à un syndicat. En fait, il n'y a pas le mot syndicaliste qui se met sur le front quand on adhère à un syndicat, c'est un acte individuel et confidentiel. Ça veut dire que quand on adhère à un syndicat, c'est pour le soutenir et être soutenu. Quand, par exemple, on va avoir des problèmes avec son employeur sur divers sujets, harcèlement moral, sexuel, sur le code du travail, sur les contrats, sur le versement des primes, etc. Et ça, il n'y a que le syndicat et la personne qui le sait. Donc, en fait, il n'y a que toi, par exemple, si tu es syndiqué, qui peut le révéler au monde extérieur, à tes amis, à ta famille, à tes collègues. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est pas parce qu'on adhère à un syndicat qu'on est tout de suite étiqueté syndicaliste dans l'entreprise. Et ensuite, si on a envie d'aller un peu plus loin dans l'engagement, en fait, effectivement, on peut commencer à créer une présence syndicale dans l'entreprise et pourquoi pas, si c'est le moment, se présenter aux élections professionnelles pour devenir représentant du personnel et prendre du coup un mandat pour porter ses idées. Alors moi, j'avais compris qu'il fallait une entreprise de plus de 50 personnes. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est une obligation? Est-ce que l'entreprise ou la direction peut refuser la création d'un CSE s'il y a moins de 50 salariés? Comment ça se passe? En fait, c'est à partir de 11 salariés 11, que un CSE doit être mis en place. Voilà, et puis après, voilà. C'est juste à partir de 11. Et c'est obligatoire ou... C'est obligatoire. Okay. C'est obligatoire, ouais. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a personne qui se présente? Eh bien, il y a un PV, un procès verbal qui dit que personne ne s'est présenté, donc il n'y a pas de CSE. Mais c'est dommage. D'accord, ok. Il faut attendre 4 ans de plus. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui voudraient éventuellement adhérer Printemps écologique en discrétion? En discrétion, non. Bah, c'est le Printemps écologique, c'est un espace... on nous dit que ça fait du bien de parler avec d'autres salariés, travailleuses qui soient concernés et qui aient un peu cette conscience-là. C'est aussi un espace de soutien et une communauté très aidante. Alors, à la fois en tant que salarié, mais aussi en tant qu'élu et représentant du personnel. On a un forum, on a des événements régulièrement. Donc, c'est un espace où on peut rencontrer d'autres personnes engagées et avec cette même conscience. Donc, c'est du soutien. C'est aussi tout un étalage d'outils à sa disposition pour agir. Mais c'est aussi les avocats, les juristes, si on a besoin. Voilà, donc c'est un espace d'engagement et de soutien. Écoute, super. Merci beaucoup pour ces derniers mots, très encourageants. Merci beaucoup d'être passé dans The Big Shift. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir. Et puis, pour vous qui êtes encore là, vous êtes mes auditeurs préférés, auditeurs RUIS, parce que je ne le dis pas assez, mais je t'ai entendu dire travailleureuse pendant tout l'épisode, et du coup, il faut que je rajoute le IS aussi. Vous êtes mes auditeurs RIS préférés, et puis si vous ne l'avez pas encore fait, mettez un commentaire, mettez des étoiles sur vos plateformes d'écoute, c'est ce qui m'aide énormément à progresser et à être mieux référencé sur les plateformes. Et en attendant, je vous retrouve d'ici une dizaine de jours pour l'épisode suivant. À très bientôt. Salut. Salut.